La deuxième personne, Farinka Bonamale, aussi ingénieur. Donc moi, je suis ingénieur, à la base ingénieur en mécanique spatiale. Donc, je m'occupe de tout ce qui est design des satellites de télécommunication. Voilà. Voilà. Donc, il y a deux personnes représentant l'équipe des ingénieurs en aérospatial sur toutes sortes de domaines, y compris la qualité. Ils regardent certains élèves de BTS chez nous, le domaine de la mécanique des fluides, le domaine des produits commerciaux, de la mécanique là aussi. Bref. Et ce qui est très particulier, c'est que les conférenciers aujourd'hui, et comme d'ailleurs toute la semaine, vont être des ingénieurs qui se sont proposés d'intervenir en visioconférence. Et donc, je vais les laisser se présenter. Donc, je crois qu'il y a déjà Thierry Baron à qui je vais laisser la parole. Et puis, je crois qu'il n'est pas seul d'ailleurs. Oui, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien et que les conditions de retransmission vont bien fonctionner. Voilà, donc cette présentation, on va la faire à deux. Donc, moi-même et puis Nicole qui va enchaîner de suite. Alors, bonjour, voilà, vous n'aviez pas vu mon visage encore. Bonjour tout le monde. Donc, moi, Nicole Barbier. Donc, Thierry qui vient de se présenter, lui, effectivement, est ingénieur chez Airbus Defence and Space. Et moi, personnellement, je travaille pour Thales, le groupe Thales, pas forcément que pour le spatial. Et donc, moi, j'ai plutôt un métier transverse. Donc, c'est intéressant que vous voyez nos deux profils parce que Thierry est vraiment dans le spatial, comme Marie Bernard, qui est la troisième personne, ou que vous voyez le nom, et qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est en congé, et qui, elle aussi, est ingénieure au niveau de Thales Alenia Space. Donc, tous les trois, nous sommes à l'heure actuelle, nous vivons un détachement au rectorat de Toulouse. Nous sommes ingénieurs pour l'école. Et cette fonction consiste à faire du lien entre le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie et le monde de l'éducation nationale. Voilà, donc je vous ai un petit peu je vous ai un petit peu dépeint qui nous sommes et ce que nous faisons, mais nous allons rentrer beaucoup plus dans le détail plus tard, notre parcours à tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait comme études, quels ont été les chemins que nous avons pris et comment nous sommes arrivés dans le spatial. Donc, cette présentation, dans un premier temps, on va parler du spatial, des généralités sur le spatial, sur un petit peu qu'est-ce que c'est que le monde du spatial. Et ensuite, on vous parlera de nos parcours, qu'est-ce qu'on a fait, comment nous sommes arrivés là. Alors surtout, je sais que d'habitude nous faisons ça en présentiel, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais n'hésitez pas à nous interrompre et à poser des questions. Levez la main, vous avez des personnes autour de vous qui pourront reprendre le relais si nous n'entendons pas la question. Il n'y a pas de souci, hein. N'hésitez pas à nous interrompre, ce n'est pas parce qu'on est en distance, qu'on est loin les uns des autres, que c'est interactif. Donc, dans un premier temps, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous savez quel mot vous mettriez sur le mot spatial? Qu'est-ce que c'est le spatial? Qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre là-dessus? Je vous laisse la parole. Le vide. Ah, j'entends pas. Le vide, oui. Super, oui. Quoi d'autre? L'inconnu. Ah oui, ça c'est sûr, oui. L'inconnu, oui, c'est une... Bon, enfin, on ne travaille quand même pas trop pour l'inconnu ni dans l'inconnu, hein, on est d'accord. Pardon. Froid. Le froid? Oui. C'est ça? D'accord. Mystérieux. C'est adorable. Je n'avais pas eu autant de réponses comme ça. Mystérieux, inconnu. OK. Donc, alors, vu les mots que vous utilisez, alors, est-ce que vous pouvez me dire quels métiers sont associés au spatial? Alors, a priori, entre inconnu et mystérieux, qu'est-ce qu'on y met comme métier derrière ça? Alors, des métiers en lien avec le spatial. Bon, ingénieur, forcément. D'accord. OK, oui, c'est vrai, mais heureusement qu'il n'y a pas que nous. Astronaute. Oui. Ah, quand même. Ah, j'avais espéré l'avoir celle-là.
Donc, à côté du mystère et de l'inconnu, je vous rassure, je n'ai pas une boule de cristal pour arriver à prédire ce qui va se passer dans le spatial. Donc, il y a quoi d'autre comme métier? Parce qu'ingénieur, c'est très, très vaste. On est d'accord. Il y a des ingénieurs. C'est pas ça pour vous, en fait. Alors, mécanicien, on me dit aussi. Ah ouais, d'accord, oui, il y a une forme, oui, oui, on a des mécaniciens, on a de la mécanique spatiale même, qui est un petit peu différent du mécanicien qu'on a l'habitude d'avoir. Pour la science? Oui, obligatoirement, ouais. Oui, oui, il y a une partie scientifique, c'est vrai. Voilà. Alors, avec tout ce que vous venez de me dire, je vais laisser la parole à Thierry. Il va vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que l'espace. Alors, déjà, je vais vous poser la question un peu. Donc, autour de la Terre, il y a l'atmosphère. Et l'espace, on pourrait le définir comme étant ce qui est au-delà de l'atmosphère. Mais juste peut-être deux questions. Selon vous, à quelle altitude vole un avion? Et à quelle altitude, selon vous, l'espace commence? Donc, à quelle altitude il n'y a plus d'atmosphère? Allez, la première question est peut-être plus facile. C'est parti. À quelle altitude vole un avion? Alors, on me dit 500 km. 500 km. 500 km, ouais. Pour le début. C'est un peu haut. Pour le début de l'espace, ce serait à 500 km. Ah, le début de l'espace, d'accord. Mais un avion, ça vole à quelle altitude? Une réponse à 5 km. 10 km, on me dit aussi. Ah, oui, oui. Bon, d'ailleurs, vous qui avez pris l'avion récemment pour arriver à La Réunion, à quelle altitude avez-vous volé donc? Si on donne la réponse. Ah, ça coupe un petit peu, Thierry. Tu peux répéter? Ouais. Ah, vous qui avez pris l'avion pour venir, donc on va donner la réponse. À quelle altitude volait votre avion? Moi, je ne dis pas, je ne donne pas la réponse. Donc un avion, ça vole à peu près à 10 km. D'accord? Par contre, l'espace, donc, on le définit, c'est un peu arbitraire, hein, parce qu'il n'y a pas de limite réelle. On va le définir comme étant au-delà de 100 km. En dessous, il y a encore un petit peu d'atmosphère, mais au-dessus de 100 km, on dit qu'il y a effectivement, on est dans l'espace. Et donc, on va voir un peu à quelles altitudes sont les différents objets qui gravitent dans l'espace. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace, c'est un milieu quand même qui est très hostile, mystérieux, inconnu, pour certains. Mais c'est un milieu hostile parce que quand on veut y vivre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Ensuite, on est en apesanteur. Et puis, il y a beaucoup de radiations. Alors, les radiations, c'est effectivement les émissions du Soleil. Donc, quand on est dans l'espace, l'atmosphère ne va pas nous protéger. Donc, on les reçoit directement et ça peut endommager les équipements. Donc, il faut s'en protéger. Également, les températures extrêmes. Donc, un objet qui est dans l'espace, s'il est à l'ombre, va être à moins 150 degrés. Par contre, s'il est exposé côté soleil, va être à plus 150 degrés. Donc, les objets que l'on va envoyer dans l'espace vont devoir tenir compte de ces températures extrêmes. Voilà, donc il n'y a pas seulement le froid, il y a aussi le chaud. Voilà. Oui, froid à l'ombre, chaud au soleil.
Après, il peut y avoir effectivement des débris suivant l'endroit où on se trouve. Et puis, c'est le vide. Donc, le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression atmosphérique. Alors, on a vu un peu donc l'espace, mais finalement, donc, nous, notre travail, et nous travaillons dans le spatial, c'est quand même de construire des satellites. Mais les satellites, vous allez essayer de m'aider un peu, à quoi ça sert? Est-ce que dans votre vie quotidienne, quand est-ce que vous utilisez des satellites et pour quelles raisons? Alors, je vous donne la parole. Alors, on me parle de réseau Wi-Fi, d'appels téléphoniques. Bon, je vais essayer de les noter. Réseau Wi-Fi, appel téléphonique. D'autres idées? La géolocalisation. La géolocalisation, oui, tout à fait. La météo. La météo, effectivement. Le GPS, ça revient, la 5G. Thierry, tu m'as entendu, la 5G? La 5G, j'ai entendu, oui. Votre réponse? D'après vous, quand on met ces satellites dans la planète, à quoi ça sert? Ah, la télé! Ah, la télévision, effectivement. Il peut manquer la télé. La radio. La radio. Autre chose? Bon, les observations scientifiques. Les observations scientifiques, très bien aussi. Je pense que j'en ai pas mal déjà de bonnes réponses. Alors, j'ai beaucoup de bonnes réponses et quelques erreurs que je vais corriger. Alors, si je classe ces différents domaines, donc la météo, effectivement, c'est un premier domaine, mais en fait, ça marche comment la météo? Qu'est-ce que fait le satellite? Qu'est-ce qu'il ferait ce satellite pour répondre aux besoins météo? Vous avez des idées? Oui. Observation et position des dépressions et des cyclones. Donc, un satellite météo, effectivement, il va observer la Terre. Mais est-ce que, selon vous, il y a d'autres applications, d'autres usages de l'observation de la Terre? Quand on observe la Terre d'en haut, à votre avis, à quoi ça peut servir? Ça sert à la météo, mais également à d'autres choses. Vous avez des idées? Alors, on me dit à étudier la Terre. Oui, à étudier la Terre, d'accord. Prévention de séisme. Alors, prévention de séisme, alors je ne sais pas trop. Bon, je vais commencer à donner des réponses. Donc, sur l'observation de la Terre, effectivement, c'est une grande classe de satellites. Ce sont des satellites qui prennent des photos de la Terre. Ils sont situés à différentes altitudes, d'ailleurs, des photos plus ou moins précises. Et donc, ça peut servir effectivement à la météo. Ça peut servir à l'étude de la Terre, comme vous avez dit, effectivement. Alors, l'étude du climat, par exemple. L'étude de l'évolution du climat. Ça veut dire que, par exemple, on va pouvoir mesurer la surface des forêts. On va pouvoir mesurer la surface de la glace sur les pôles et son évolution au cours du temps. Il y a également tout ce qui est cartographie. Pour maintenir à jour toutes les cartes dans le monde entier, bon, ben, c'est important de pouvoir prendre des photos satellites. Ben, les photos satellites servent aussi à ça. Alors, ça sert aussi, c'est peut-être un peu moins connu, en agriculture. Donc, on utilise les photos satellites pour voir l'évolution des cultures. Un grand domaine qui est important également, c'est tout ce qui est renseignement et essentiellement militaire. Donc, les militaires sont très demandeurs de voir qu'est-ce qui se passe chez le voisin, de manière à surveiller
effectivement les activités. Et puis l'étude des océans également. Donc c'est avec des satellites d'observation qu'on arrive à mesurer la hausse du niveau de la mer, la hauteur des vagues, et les courants, etc. Donc tout ça, c'est des satellites d'observation. Et ça, vous en avez parlé effectivement. Le deuxième domaine, c'est la géolocalisation. Donc, vous avez parlé, je vous avais utilisé ce mot géolocalisation. Il existe deux grands systèmes de géolocalisation. Enfin, il y en a plusieurs encore, il y en a d'autres, mais le plus ancien, c'est le GPS, qui est un système américain, donc qui veut dire Global Positioning System. Et depuis quelques années maintenant, l'Europe a développé son propre système de géolocalisation qui s'appelle Galileo. Donc, qui fait la même chose que le système GPS, c'est-à-dire qui permet de se géolocaliser dans l'espace. Et comme ça, quand vous avez votre petit portable, vous voyez le petit point bleu sur la carte parce que votre téléphone capte les signaux des différents satellites et sait se positionner sur la carte. Donc ça, vous l'avez dit aussi. Vous avez parlé des satellites d'observation avec la météo et des satellites de géolocalisation. Alors, le troisième grand domaine important, c'est effectivement les télécommunications. Et si autour de vous, il y a des maisons avec des paraboles, ces paraboles servent effectivement à capter, à recevoir la télé qui est émise par ces satellites de télécommunications. Alors, vous avez parlé de Wi-Fi, téléphone, 5G. Ça, par contre, ça ne passe pas par des satellites. C'est-à-dire que vous avez des réseaux terrestres, il y a des antennes locales qui permettent de créer le réseau sur votre territoire. Donc, on va parler de zones qui sont équipées, mais vous pouvez aussi avoir des zones dites blanches. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il n'y a pas d'antenne locale, et ce qui fait que votre portable, par exemple, ne va pas être relié à la 4G ou à la 5G. Pourtant, il est sous la couverture du satellite, mais ça n'a rien à voir. Il faut qu'il soit relativement proche d'une antenne. D'accord? Donc, il y a quelques téléphones qui permettent de communiquer avec des satellites, mais ce sont des téléphones bien spécifiques, équipés, comme on le voit là sur l'image, souvent d'une petite antenne quand même, qui permettent cette communication. Voilà. Donc, ces satellites, ils sont à différentes altitudes. Comme on peut voir, les satellites d'observation sont assez bas, mais tout simplement pour pouvoir voir la Terre de plus près. Quand on veut prendre des photos de quelque chose avec beaucoup de précision, on a tendance à s'approcher. Donc, voilà. Ils sont donc à 600, à peu près entre 600 et 700 km. Donc, ces satellites font le tour de la Terre en 1h30. Parce que justement, ils sont proches de la Terre. Par contre, les satellites de télécommunication, ils sont très hauts, 36 000 km. Et ils sont à cette altitude parce que plus on est éloigné, moins on doit tourner vite. C'est un peu compliqué comme phrase, mais... Donc, quand on est proche de la Terre, pour résister à son attraction, il faut tourner vite. Quand on est loin de la Terre, on tourne un peu moins vite. Et donc, à cette altitude de 36 000 km, le satellite va faire le tour de la Terre en 1 jour. Et en 1 jour, en fait, ça veut dire qu'il va rester aligné avec la Terre. La Terre tourne et le satellite va tourner en la même vitesse. Exactement. Et comme ça, ça permet aux paraboles qui sont sur Terre de rester en face du satellite avec lequel ils communiquent. Donc, la Terre tourne lentement et le satellite va le suivre. C'est pour ça qu'ils sont à 36 000 km. Voilà. Donc là, on a vu les 3 grandes familles de satellites, mais il y a d'autres applications, dont je vais parler un petit peu. Alors, d'abord, il y a, vous en avez parlé également, tout ce qui est études scientifiques. Et pour ça, donc, nous avons eu
la chance d'avoir un spationaute français, donc Thomas Pesquet, qui a été dans la Station spatiale internationale. Et le but de cette station spatiale, c'est de faire des études, de la recherche sur le corps humain. Donc Thomas Pesquet lui-même était une expérience. Regardez comment il se comportait, comment en apesanteur, son évolution, et si on fait tel exercice, qu'est-ce qui se passe, etc. Il embarque avec lui tout un tas d'expériences de manière à se préparer à vivre dans l'espace. Voilà. Bon, j'ai ma collègue qui est à côté qui a goûté des tomates. J'ai appris ça récemment, qui ont poussé dans la Station spatiale internationale. Pour voir justement les expériences, est-ce qu'on sait créer de la nourriture sur place. Et puis, une dernière application qui est très importante également, c'est que, comme vous l'avez dit, l'espace, c'est un peu mystérieux, c'est inconnu, mais on essaie d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'on va aller explorer ce système. Et on va commencer par les planètes qui sont proches de nous. Mars, bien sûr. Donc, plusieurs expéditions ont été montées pour se poser sur Mars, pour explorer, voir est-ce qu'il y a de l'eau, de quoi les roches sont constituées. Mais on va voir également les autres planètes. Donc, il y a en bas à gauche, vous voyez Betty Colombo, qui est une mission qui est partie l'année dernière pour aller observer Mercure et qui, pareil, il va y avoir une partie de la mission qui va aller se poser sur Mercure pour analyser ses roches, etc. Et Mercure, c'est très, très proche du Soleil. Donc, ça nécessitait des protections thermiques exceptionnelles pour s'assurer du bon fonctionnement du satellite. Et donc, cette mission est en cours en ce moment. Il y a eu d'autres missions, par exemple la mission Rosetta. Donc là, le but était d'aller explorer une comète. Donc une comète, c'est un objet qui vole et qui est extrêmement ancien. Et donc le but, c'est en fait d'étudier l'origine de l'univers. Donc des missions comme ça, il y en a. Et souvent, ce sont des missions internationales, de coopération. C'est pour ça qu'on a marqué une carte avec tous les pays au milieu. Parce qu'effectivement, rarement un seul pays va bâtir une mission pour aller explorer une planète ou l'univers. Voilà, donc là, vous avez vu une petite, un aperçu des différents domaines des satellites. Et donc Nicole, moi-même, et nous travaillons dans le spatial. Et travailler dans le spatial, ça veut dire qu'on va travailler sur des composants. Alors, les composants du spatial, on va dire qu'il y a les satellites et les sondes. Les sondes, ceux qui vont explorer le système solaire. Mais donc, nous fabriquons, nous concevons, nous imaginons, nous construisons, nous testons des satellites et des lanceurs et des sondes. Également, le domaine des lanceurs. Donc, les lanceurs, ce sont les fusées qui permettent de détacher les satellites de l'attraction, de les mettre en orbite à la bonne vitesse et au bon endroit. Donc, non seulement il les pose au bon endroit, mais avec la bonne vitesse. Et après, donc ça, ce sont des composants bord, comme on dit. Et après, il y a aussi des équipements qui restent au sol et qu'il faut aussi travailler, concevoir, imaginer, construire, tester et utiliser, exploiter. Donc, ce sont les antennes qui permettent cette communication avec les satellites, et également les centres de contrôle et les centres de mission. Donc, le centre de contrôle, il va permettre de piloter le satellite, et le centre de mission, c'est par exemple, pour un satellite d'observation, il va recevoir les photos et les traiter. Thierry, on n'a pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît, la dernière phrase? Alors, le centre de contrôle permet de contrôler le satellite, s'assurer qu'il va bien, éventuellement modifier un peu sa trajectoire, s'assurer qu'il n'a pas trop chaud, trop froid, etc. Donc, il va s'occuper du satellite lui-même,
Le centre de mission, c'est celui qui va utiliser la mission dans le cadre d'un satellite d'observation. Il va programmer les photos que le satellite doit prendre et il va recevoir les photos et les traiter. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Est-ce que c'était clair? Ah, c'est le nom de la mission, ExoMars. On m'a demandé pourquoi c'était écrit ExoMars. C'est le nom de la mission. Oui, effectivement, ExoMars, c'est un exemple de mission qui a été sur Mars. En fait, si vous allez fouiller un petit peu, vous verrez qu'il y a beaucoup de missions différentes qui vont qui vont explorer le système solaire. Donc, ce ne sont que quelques exemples qui sont cités dans les planches. C'est bon? Oui, vas-y. Allez. Donc, je vais passer la parole à Nicole. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler de la salade de tomates de l'espace que j'ai mangée, qui était très bonne, avec une tomate qui finalement faisait 3,5 kg. Voilà. Donc, mais bon, a priori, elle était elle n'était pas mauvaise parce que je ne me suis pas transformée en mutant, donc c'était bon. Vous avez vu par rapport à la présentation de Thierry que des acteurs, il y en a beaucoup. Il y aura différents acteurs en fonction de est-ce que vous êtes sur un satellite, est-ce que vous êtes sur un lanceur. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement les différents acteurs que l'on retrouve. Donc, déjà, au niveau Europe, on a l'ESA, donc l'Agence européenne du spatial. En France, nous avons le CNES. Et après, sur Toulouse, nous avons évidemment des laboratoires de recherche, différents laboratoires de recherche. Dans les industriels majeurs sur le territoire français, il y a évidemment Airbus, d'où vient Thierry, et il y a aussi Thales. Ça, c'est les deux grands acteurs de l'espace. Mais il faut savoir qu'à côté, on a besoin d'avoir aussi des petites entreprises, moyennes et grandes, pour travailler dans des applications bien particulières comme la mécanique, l'électronique ou le logiciel, ou ne serait-ce que les tests. Donc, il y a un tas d'acteurs autour de ces grands industriels qui évidemment représentent des petites sociétés, mais qui ont nécessité d'exister. Alors, les métiers, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on a déjà un petit peu évoqué. Donc, pour vous, il y avait plutôt l'astronaute, l'ingénieur, le scientifique. Mais je vais vous parler un petit peu justement de ces métiers. Donc, déjà, au niveau du spatial, le nombre de personnes qui travaillent ne serait-ce que dans le spatial. On en a rarement l'idée. Donc, si je prends que la région ici, Occitanie, où il y a quand même les deux gros industriels qui sont sur Toulouse, on voit qu'il y a à peu près 13 000 personnes qui travaillent rien que sur le spatial. Et que pour la France, c'est un total de 24 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a pratiquement la moitié, plus de la moitié des gens qui travaillent sur l'Occitanie, ici dans la région où nous habitons, Thierry et moi-même. Après, en France, 24 000 personnes, c'est quand même important, sachant que si on regarde au niveau européen, la France représente la moitié puisqu'on a 48 000 personnes qui travaillent dans le spatial pour l'Europe. Des métiers, il y en a de tout type. Alors, on va les regarder, ces métiers, déjà, pour se donner une idée. Alors, effectivement, on a bien les métiers qui sont des métiers techniques, comme vous l'avez dit, ingénieur, scientifique, parce qu'il va falloir effectivement concevoir un satellite, concevoir le lanceur. Il y a toute la partie conception qui occupe une part importante. Après, évidemment, ça ne suffit pas de concevoir, il va falloir le fabriquer à un moment donné. Donc, il y a la fabrication qui demande effectivement aussi des niveaux d'opérateurs, de techniciens. On a tout type de population dans ces métiers-là. Et puis après, vous avez évidemment le test, l'assemblage et l'intégration. Au niveau du satellite, l'intégration, c'est une grande partie de la fabrication finale du satellite
satellite parce qu'on fabrique le cœur, on va dire, du satellite, hein, le cœur et poumons, si je le compare à un corps humain. Puis à côté de ça, il va falloir lui mettre les bras et les jambes. Et chez lui, les bras et les jambes, ça va être tout ce qui est les panneaux solaires, son système d'antenne, son système pour être… donc nous, on n'appelle pas ça du carburant, hein, c'est de l'ergol ou autre type, évidemment. Et donc, du coup, tout ça va falloir l'intégrer, hein. Ça va être comme un énorme Lego qu'il va falloir finaliser. Et une fois qu'il est finalisé, le satellite dans son ensemble, ou la fusée, hein, si on parle des fusées, des lanceurs, eh bien, il va falloir le tester. Et le test est une part très, très importante dans le monde du spatial parce que quand c'est lancé, quand c'est là-haut, on ne peut pas le réparer, quoi. Quand notre voiture tombe en panne, on va au premier garagiste du coin. Là, le garagiste, il n'y en a pas qui vont monter là-haut pour le réparer. Donc, la partie de test est très, très importante parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer quelque chose qui fonctionne à peu près. Voilà, il y a de à peu près. On n'a pas trop droit à l'erreur, hein, parce que là-haut, ça ne dépanne pas vraiment. Et puis, en plus, si c'est, par exemple, l'envoi d'équipage, hein, puisqu'il y a l'ISS, hein, où on a effectivement les astronautes, on ne peut pas se permettre non plus de perdre des gens qui décèdent lors de la mise à poste, enfin, lors du lancement. Et puis, il faut toujours être à la pointe. Donc, il y a aussi une partie que l'on appelle la recherche et la veille technologique. Parce que si je prends un exemple concret pour vous, les téléphones portables, en 10 ans, vous avez vu comment ça a pu évoluer. Moi, quand j'étais jeune, déjà, ça n'existe pas. Après, on s'est retrouvé avec des cabines téléphoniques, hein, on va dire, parce que c'était assez énorme, hein, les téléphones portables qu'on avait. Après, c'est devenu tout petit, ça se pliait, ça c'est un peu passé de mode. Maintenant, ils sont super plats, ils sont plus larges, on fait de magnifiques photos. Donc, il y a toujours de la recherche et une évolution du produit pour être attractif. C'est pareil dans notre domaine. Dans le domaine des satellites, c'est exactement la même chose. On ne peut pas se laisser dépasser par les nouvelles technologies ou il faut anticiper la demande qu'il va y avoir pour être innovant et apporter des solutions quand un client va nous demander un contrat particulier, il faut qu'on arrive à y répondre. Donc, il y a de la veille technologique. Ça, ce sont les métiers techniques, qu'on l'on appelle techniques scientifiques. Mais à côté de ça, il n'y a pas que ça. Parce que s'il n'y avait que ça, ça ne fonctionnerait pas, une entreprise. Donc, il y a les métiers que l'on appelle non techniques. Déjà, premièrement, nous, on ne peut pas se permettre de se dire, tiens, on va fabriquer un satellite et puis on va voir s'il se vend. On n'est pas sur le monde de la mode, on n'est pas là à créer un nouveau jean slim, puis se dire est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher. Un satellite, on lance un satellite, la fabrication, la conception, la fabrication d'un satellite quand on a un client qui a un besoin. Ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas se permettre de créer un truc et de le mettre en stock dans un coin, là, dans un hangar, en se disant on espère qu'il va se vendre un jour. Donc, il y a un client. Donc, ça veut dire que si on a un client, il y a la relation client. Il faut savoir que les clients, ils viennent du monde, d'accord? On a des clients dans tous les pays. Donc, il faut s'adapter à la culture du pays. Il faut savoir se comporter correctement avec cette culture qu'on n'a pas forcément. On ne traitera pas avec un client qui vient d'Arabie Saoudite de la même façon que l'on va traiter avec un client américain ou un client japonais, par exemple. Donc, il y a des personnes qui sont là pour travailler en lien direct avec le client et au plus près du client pour comprendre ses besoins et lui faire des propositions. Donc, ça, c'est la partie que vous voyez au milieu, en haut, pilotage, coordination, relation client. Et puis, vous savez, les satellites, ça coûte cher. Donc, derrière, les coûts, il faut vraiment les maîtriser. Donc, on a des personnes qui sont là sur l'aspect financier, qui maîtrisent tous ces coûts. Donc, on a évidemment des personnes qui s'assurent des budgets. Je vois par exemple l'expérience que j'ai eue, parce que moi je ne travaille plus directement pour le spatial, mais à l'époque où j'étais encore dans le spatial, j'étais aux achats à un moment donné, et on a eu des personnes qui ont été mandatées par la Commission de Bruxelles pour s'assurer que les coûts sur Galileo, que vous a parlé Thierry tout à l'heure, hein, qui est le GPS européen, que ces coûts-là étaient maîtrisés, parce que les projets durent sur plusieurs années, 2, 3, voire même 10 ans quelquefois. Et donc, la maîtrise des coûts est importante. Et on peut avoir des personnes qui viennent voir qu'effectivement, nos coûts sont bien maîtrisés. Donc, ça, je l'ai vraiment vécu. La planification, le respect des délais, c'est super important aussi. Parce que le jour où on a une fenêtre de lancement
D'accord? Le jour où on sait que le lanceur on va pouvoir mettre le satellite que l'on a fabriqué, conçu, et on nous dit ben, le 27 décembre à 14 h, c'est l'heure du lancement. On ne peut pas dire, oh ben non, nous, on est prêt le 15 janvier. Non, 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 non. Là, ça veut dire qu'on rate le coche. Donc ça, c'est carrément pas possible. Ça coûte très cher, hein, les retards de lancement. Donc, on ne peut pas se le permettre. Donc, ça veut dire que les délais doivent être vraiment surveillés. Donc, on a des personnes qui sont là pour s'assurer que les délais sont bien sous contrôle par rapport à les attentes et surtout par rapport aux contraintes liées au lancement et aux lanceurs. Et après, eh bien, la qualité. Alors, pourquoi la qualité, c'est important et le contrôle? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il est là-haut, on n'a pas de garagiste, quoi. Donc, il faut bien s'assurer que tout est fait de façon optimum et que le satellite va être fonctionnel, vraiment fonctionnel dans toutes les attentes du client. Et ça, il faut vraiment verrouiller tout ça avant qu'il soit lancé dans l'espace. Donc, la qualité a une part importante dans la fabrication du satellite. Mais ces deux fonctions, la technique et non technique, ne fonctionneraient pas si on n'avait pas les fonctions qu'on appelle support. On a besoin de personnes autour de nous qui nous apportent un support. Alors, support, il y en a de tout type. Je dis des fois, moi, le midi, j'aime bien manger à la cantine, eh ben, on a une cantine. Donc, ça fait partie des métiers support. Voilà, ça m'évite d'amener ma gamelle ou mon sandwich, j'ai un service. Mais il n'y a pas que ça, parce que par rapport même à la construction du satellite, on sait très bien qu'on est obligé d'acheter les pièces élémentaires. Donc, on a des services achats qui sont là pour négocier les prix et pour acheter toutes les pièces élémentaires. On a, par exemple, pour la finance, on a la comptabilité, par exemple, ce qui est un poste important. Et puis, la communication, il faut bien qu'on se fasse un peu de pub quand même, parce que c'est bien beau de faire des satellites, mais si derrière on n'en parle pas, ben, jamais un client reviendra vers nous. Donc, il y a tout l'aspect communication. La gestion des risques, ben, vous comprenez pourquoi on a ça, hein, parce que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose en panne. Si la fusée, il y a un mauvais décollage, ben, on espère qu'elle ne va pas retomber sur les terres là où c'est habité, hein, qu'elle va retomber plutôt dans l'eau, dans la mer ou dans l'océan. Donc, les risques sont super importants et tout ça doit être géré avant que ça soit lancé. Et puis, même pendant le lancement, les risques sont tout le temps gérés. Donc, on a des équipes pour ça. Et les ressources humaines, bon, qui sont tout à fait en haut, bien sûr, il faut bien nous employer, nous payer, nous former. Donc, on a besoin des ressources humaines. Donc, des fonctions support, on en a beaucoup. Alors après, on va vous parler un petit peu de nos parcours à Thierry et à moi. Alors, on a marqué 3 parcours parce que bien sûr, il y a Marie-Bernard des fois qui est avec nous. Aujourd'hui, elle n'est pas ici. Ah oui, donc en premier, on montre le site, on le montrera plus tard. Donc, nous avons remis au goût du jour un site internet sur les métiers du spatial, les usages et les missions du spatial. On vous en parlera peut-être à la fin de la présentation parce que je pense que pour l'instant, on va vous parler plutôt de nos parcours différents. Donc, Marie-Bernard, elle qui n'est pas présente, je peux en parler rapidement quand même parce que c'est quand même intéressant. Elle a eu un parcours quand elle a fait un bac général et quand elle est sortie du bac, elle ne savait pas trop quoi faire et où aller. Donc, elle a voulu partir sur un bac plus 2, donc un DUT, un diplôme universitaire de technologie. Elle a commencé par faire de l'informatique. Et durant ses études, justement, en informatique, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas que ça. Si on ouvrait la machine et qu'on regardait à l'intérieur, l'informatique, c'est aussi beaucoup d'électronique à l'intérieur, hein, avec des cartes et tout ça. Elle s'est dit, oh bah tiens, ça me plaît beaucoup plus que l'informatique. Donc, elle a enchaîné sur un DUT génie électrique. Donc, elle est sortie après son bac, elle a eu 2 DUT. Et puis derrière, elle s'est dit, bon, ben, j'ai trouvé ma voie. Effectivement, j'aime bien, c'est l'électronique que j'aime. Elle est partie en licence et en master, électronique, électrotechnique et automatisme. Et donc, elle est ingénieure, donc du coup, maintenant, dans ce diplôme-là. Après, il y a Thierry. Alors, Thierry va vous en parler beaucoup mieux que moi. Alors, mon parcours a été différent. Donc, j'ai fait un baccalauréat scientifique. Et j'étais plutôt. On n'entend pas, Thierry? Pardon, vous m'entendez bien là? Là, c'est mieux? Alors, je disais que j'ai fait un baccalauréat scientifique.
Et parce que, ben, effectivement, j'étais plutôt compétent dans les matières scientifiques, dont mathématiques et physique. J'ai enchaîné avec 2 ans de classe préparatoire qui m'ont permis de passer des concours. Et donc, j'ai été ensuite dans une école d'ingénieur en informatique pendant 3 ans. Voilà. Et donc, au total, être diplômé ingénieur en informatique, c'est un bac plus 5 années. Je vais repasser la parole à Nicole. Alors, me revoilà. Alors moi, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'était plus atypique que ne l'est Thierry. Moi, j'étais une élève moyenne au lycée. Et en terminale, j'ai fait un bac général scientifique avec maths physique et technique, hein, donc fraisage, usinage, tournage, dessin industriel. Et quand j'ai passé, et en terminale, j'avais une moyenne pitoyable en mathématiques, j'avais 1,5 de maths en maths, alors que c'était mon plus fort coefficient au baccalauréat. Donc avec beaucoup de volonté, j'ai réussi à avoir mon bac sans redoubler, parce que les autres matières m'ont récupéré ma mauvaise note au bac, puisque j'ai été conforme à ma moyenne, hein, j'ai eu 1. Et quand j'ai voulu m'orienter après pour continuer des études, je me suis dit, j'aimerais bien aller en physique. Et là, tout le monde m'a découragée. Tout le monde essayait de me décourager en disant, mais la physique, c'est pas pour toi. Tu es tellement mauvaise en maths, comment veux-tu que tu t'en sortes en physique? Et je n'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. J'ai voulu y aller. Par contre, je n'ai pas fait un bac plus 5 tout de suite. J'ai fait un bac plus 2. Je suis allée en DUT mesures physiques parce que je me suis dit, effectivement, s'ils ont raison, on va essayer de limiter les dégâts et pas partir pour 5 ans et puis revenir en arrière parce que je ne m'en sortirai pas. Donc, je suis partie en DUT mesures physiques et la première année, je me suis retrouvée avec une moyenne de 18 en maths parce que finalement, les maths que j'apprenais étaient liées à la physique et ça me plaisait. Voilà. Et quand je suis sortie avec mon DUT mesures physiques, je suis allée travailler. J'ai tout de suite pris le travail. J'ai trouvé du travail chez IBM, qui était une grosse boîte informatique à l'époque, hein, qui faisait les ordinateurs. Les premiers ordinateurs venaient de la société IBM. Et quand j'ai intégré IBM avec mon diplôme de technicienne, on m'a dit, est-ce que ça te dirait de travailler aux États-Unis? Il y a un poste aux États-Unis, tu pourrais y aller. Donc, je me suis dit, bah oui, allons-y, c'est l'occasion de ma vie. Et donc, je suis partie travailler aux États-Unis. Et là-bas, la mentalité n'est pas du tout la même que la mentalité française. C'est qu'aux États-Unis, on ne reconnaît pas forcément la personne par son diplôme, mais plutôt par ses compétences. Alors qu'en France, on est plutôt on est plus ou moins dans des catégories liées à nos diplômes. Donc, aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Ça me plaisait énormément. Et quand je suis rentrée en France, je m'attendais à avoir le même genre de travail et avoir autant de responsabilités et d'intérêt dans mon travail, mais je l'avais perdu parce que toutes les fois, on me disait, ah oui, mais tu es que bac plus 2, tu n'es pas bac plus 5. Donc, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Donc, j'allais travailler et le soir, j'allais à l'école et j'ai fait ça pendant 8 ans pour avoir mon diplôme d'ingénieur en physique. Voilà. Donc, vous voyez que les parcours peuvent être complètement différents. Quand on veut arriver à quelque chose, on y arrive et il n'y a pas un chemin direct. Il y a aussi les chemins de traverse, il y a aussi les petits chemins de campagne qui prennent peut-être plus de temps, mais si la volonté elle est là, il n'y a pas de souci. On y arrivera quand même. Donc Thierry va vous parler un petit peu plus en détail de son métier parce qu'il a fait beaucoup de choses dans son parcours professionnel. Je lui laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous avez des questions pour Nicole? Nicole et Thierry viennent de vous présenter sur 3 profils différents, des parcours totalement différents qui mènent au métier de l'espace. Est-ce que vous avez des questions particulièrement sur leur formation? Ou est-ce qu'on peut embrayer sur Thierry et entrer un peu plus en détail sur ce qu'il a fait? Continue? Oui? Allez, Thierry, tu peux continuer. Ça marche. Donc, mon métier, comme je l'ai expliqué un peu, je sortais d'une école d'ingénieur en informatique et j'ai commencé par travailler dans une société spécialisée dans ce domaine-là, le développement informatique, les SS2I. Et donc, j'ai travaillé sur les centres de contrôle de satellites de télécommunications. Donc, ça veut dire que j'étais en charge du développement, de faire du développement informatique, développer des bouts de logiciels, du codage en langage C pour
et ce logiciel devait servir à un centre de contrôle. Donc, après, j'ai voulu un petit peu, donc au lieu de faire du développement, j'ai fait de l'intégration et du test. Donc, je prenais plusieurs logiciels que j'assemblais ensemble pour en faire un centre de contrôle et le tester. Donc ça me plaisait bien, mais quand même, il y a quelque chose que j'avais pas imaginé, c'est que quand on travaille, qu'on est ingénieur en informatique, donc on passe quand même pas mal de temps, et trop de temps à mon goût, seul devant son ordinateur. Donc, même si on avait des collègues, qu'on échange, moi, je passais peut-être 6 heures par jour, voire 8 heures par jour, ou, juste devant l'ordinateur, vraiment à travailler, etc. Et finalement, je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais faire autre chose. Donc, au bout de quelques années, je suis allé aux opérations des satellites de télécommunication. Donc là, j'ai quand même changé de métier parce que au lieu de développer le centre de contrôle, j'étais devenu un utilisateur. C'est-à-dire que dans ce département, ce qu'on faisait, c'était dès que le satellite est lâché par la fusée, donc on doit le piloter, le contrôler de manière à en prendre soin. Donc ça veut dire qu'on va déployer ces panneaux, on va l'orienter vers le soleil, et ensuite, on va dérouler des opérations. Donc, ça veut dire qu'on va le changer d'orbite, le mettre au bon endroit, et encore à la fin, finir de déployer ses panneaux, déployer ses antennes et qui regardent la Terre. Donc, pendant toute cette période-là, qui dure entre 2 semaines et 1 mois et demi, on devait, dans ce département, donc piloter le satellite, s'assurer que tout allait bien, le tester, vérifier ses différents modes de fonctionnement. C'était du travail en 24/24. Et ce côté opérationnel en équipe me plaisait beaucoup. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, donc dans cette partie-là, donc, mon travail, ça a d'abord consisté à être responsable du centre de contrôle. Enfin non, la première fois, j'étais la personne qui envoyait les commandes au satellite. Donc, ce qui se passait quand même, je vais vous montrer une petite vidéo parce que avant de commencer à travailler, ce qu'on voyait. Thierry, si tu parles pas en face du micro, on t'entend pas. D'accord. Est-ce que vous voyez là le YouTube en grand? Oui, oui. Alors, je vais démarrer cette petite vidéo et je vous reparle après. Ça marche. Je pense que j'ai pas le son, Thierry. Tu as allumé tes haut-parleurs là-bas? Donc la vidéo qui se déroule là, c'est un lancement de fusée du vol 247. On aurait bien aimé avoir le son du coup, mais il n'apparaît pas. Donc vous voyez en fait, ça ce sont les clapets. Donc il va y avoir en fait le décollage de la fusée et ce clapet va se refermer pour bloquer tout ce qui est ombilicaux à protéger contre la chaleur et le feu que dégage la fusée. Donc le Vulcain a été allumé. Les EAP, qui sont les 2 gros étages sur les côtés, donc c'est des étages à poudre, qui vont aussi donner de la propulsion pour propulser cette fusée dans l'espace. Donc là, sur ce visuel, on distingue bien voilà, les EAP, vous voyez les 2 gros boosters. Donc, et sur cette base, où il y a 4 paratonnerres qui protègent aussi la fusée des impacts de tonnerre, parce qu'en Guyane, on a aussi un climat assez fluctueux. On n'a pas le son. Thierry, il a l'air figé, là. Je pense que... Voilà. Bon, je suis désolé, vous n'avez pas eu le son, alors que je pensais que vous auriez le son. Ce qu'on fera, c'est sur la dernière minute de la présentation, on remettra la vidéo d'ici et ils auront le son, Thierry. Tu peux continuer. D'accord. Donc, j'explique. La fusée Ariane, donc, qui est le lanceur. Tu peux répéter, on ne t'a pas entendu.
la fusée Ariane, qui est le lanceur européen, est-ce que vous savez d'où elle est lancée? Ils ont tous dit encore la Guyane. La Guyane, d'accord. Et est-ce que vous savez pourquoi l'Europe a choisi la Guyane comme base de lancement? Pourquoi pas la Réunion? Plus proche de l'équateur. Exactement. Donc, c'est effectivement la bonne réponse. En fait, il faut bénéficier de la rotation de la Terre pour envoyer la fusée dans l'espace. Donc, toutes les bases de lancement sont le plus proches de l'équateur possible. Les Américains vont lancer au bout de la pointe à Miami pour effectivement lancer leur satellite. Et donc, l'Europe a une base de lancement qui est très, très bien située. En plus, on peut lancer face à la mer. Et donc, en cas de problème, on ne va pas retomber sur des populations. Alors, je vous ai montré ce petit film parce qu'en fait, c'est quelque chose que je voyais en temps réel. Quand on devait travailler, on se préparait au lancement, on se préparait à récupérer le satellite juste après qu'il soit lancé par la fusée. Le tir Ariane, il dure à peu près une demi-heure. Donc, quand je voyais la fusée décoller, je savais que j'allais travailler toute la nuit derrière. Donc, mon travail, ça consistait à... alors, la première fois que j'étais dans ce groupe-là, j'étais la personne qui pilotait le satellite. C'est-à-dire que je devais, avec ma souris, avec mon clavier d'ordinateur, je devais faire suivant pour envoyer les différentes commandes. Je me souviens très bien de la première commande que j'ai envoyée. Elle n'a rien fait sur le satellite, sauf que le satellite a pu juste incrémenter le fait que son compteur de télécommande, donc il a dit « Ah, j'ai reçu une télécommande ». Et je me souviens avoir trouvé ça assez magique parce que finalement, le satellite, il était super loin. Et donc, comme ça, avec le centre de contrôle, on a pu envoyer un signal au satellite qui a été réceptionné. Et donc, après, on a pu dérouler les opérations avec des commandes qui avaient effectivement de l'effet sur le satellite. Bon, après, je me suis occupé de valider ce centre de contrôle. Ce centre de contrôle, donc c'était mon métier, l'informatique, et donc il fallait, il fallait le construire, il était construit, il fallait bien le tester, s'assurer qu'il marchait bien, et surtout en opération, même s'il avait des défauts parfois, il fallait le faire marcher coûte que coûte. Donc, il y avait parfois des incidents plus ou moins importants, et notre métier, mon métier, c'était de le faire marcher en opération. Donc, pour ça, on avait des antennes pour communiquer avec le satellite tout autour du monde, avec lesquelles on communiquait. Et puis, voilà, je travaille dans une salle telle qu'on la voit en bas de l'image. Et donc là, les gens travaillaient pour piloter ce satellite. Alors, quelques années, et ce que j'aimais bien également dans mon métier, c'est que ce centre de contrôle, finalement, nos clients, ils en avaient besoin aussi. Et donc, j'ai été amené à installer un centre de contrôle chez nos clients. Donc, ça veut dire aller physiquement nous déplacer. Donc là, j'ai marqué 2 destinations que j'ai particulièrement appréciées. Donc, en tout début, un des premiers satellites pour lesquels on a travaillé, c'est un satellite égyptien. Donc, la connexion n'est pas super, là, on ne t'entend pas bien, c'est un peu saccadé. Ah, non, mais il faut que je sois bien en face. Ça, donc, un des premiers satellites sur lequel on a livré le centre de contrôle, c'était en Égypte. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller au Caire pour installer le centre de contrôle, le faire marcher, former aussi les Égyptiens à l'utilisation de ce centre de contrôle. Et donc, ça veut dire que je suis allé par période de 2 semaines et je suis allé peut-être une dizaine de fois. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller dans d'autres villes. Alors là, vous reconnaissez peut-être la cathédrale qui est à Moscou, sur la place Rouge. Parce qu'également, on a livré des satellites donc, à Moscou. Et donc, ça, c'est une partie de mon métier que j'aimais bien. C'était rencontrer les différentes cultures et puis discuter avec eux sur le centre de contrôle, le faire marcher. Et puis, donc, à la fin,
quand le satellite était livré, ils prenaient la main sur ce centre de contrôle et voilà, c'était leur satellite, leur centre de contrôle et ils travaillaient en autonomie avec. Un petit mot, donc pour ça, on parle anglais pendant les opérations, on parle anglais quand on est à Toulouse, on parle anglais quand on est chez le client. L'anglais, ce n'est pas trop mon fort, hein, donc il a fallu que j'apprenne un peu plus l'anglais quand je suis rentré chez Airbus. Et puis, c'est de l'anglais très technique. C'est un peu tout le temps, c'est tout le temps les mêmes phrases que l'on est amené à prononcer. Donc, s'il s'agit de parler de satellites et de ces panneaux solaires, je peux tout à fait en parler en anglais. Hein. Par contre, s'il faut que je parle de ce que j'ai mangé à midi, en anglais, ça peut être compliqué parce que ne serait-ce que dire j'ai mangé de la purée, voilà. Donc, pour dire que c'est quand même un anglais qui est accessible. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai évolué un petit peu puisque je suis ingénieur pour l'école. Et donc, quand on regarde ces différents métiers, donc j'ai commencé par tout ce qui est conception et fabrication de logiciels. Je les ai assemblés ensemble pour en faire un centre de contrôle. Puis, je suis passé dans la gestion client quand il fallait livrer des centres de contrôle à l'export. Et puis, aujourd'hui, on va dire, je travaille dans les ressources humaines. Ingénieur pour l'école, c'est un peu, c'est s'assurer qu'on va avoir des gens qui vont venir travailler, qui seront intéressés par l'espacial dans quelques années. Voilà. J'en ai fini avec la description de mon métier. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a déjà des métiers qui vous parlent un peu par rapport à ce que vous souhaitez faire plus tard? Ou pas du tout? Ça peut être aussi la réponse. Hein. Relationnel. Relationnel. Relationnel, ouais. Est-ce qu'on a réussi en tout cas à vous montrer que ça peut être quelque chose de très accessible par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Parce que c'était un petit peu l'enjeu, c'est de vous montrer que voilà, quels que soient vos parcours là, si à un moment donné vous avez envie de travailler dans le spatial, il y a des voies qui existent et vous pouvez tout à fait vous diriger vers ces métiers-là. Et qui parmi nous, en levant la main, oui. voudrait travailler dans le monde spatial? Ah, on a deux. C'est des filles? Il n'y a que des garçons? Voilà, il n'y a pas de filles. Quelques filles? Ah. D'autres filles? Non? Il y a pas mal. Vous avez un métier particulier que vous voulez, vous ne savez pas encore? On est là pour ça. Hein. Vous avez des questions, soit sur la formation ou sur qu'est-ce qu'un métier particulier dans le spatial? Il y en a une qui a dit astronaute, t'as entendu ça ou pas? Astronaute. Astronaute, c'est bien. Ouais, il faut savoir qu'il y a des... Moi, je me rappelle quand j'étais rentrée chez Airbus, j'avais entendu parler de l'appel à candidature pour être astronaute au moment où Thomas Pesquet a été sélectionné pour y aller. Bon, ça va que je ne me suis pas présentée, mais voilà, ils cherchaient des gens de profils tout à fait différents pour pouvoir faire cette mission-là. Donc, ça peut être à un moment donné une opportunité aussi. Oui. Bon, je vais passer la parole à Nicole qui va vous parler de son métier également et de son parcours. Oui, j'ai une question. Voilà, vous aurez peut-être des questions pour Nicole. Alors, Thierry, on me demande pourquoi le fait que les lancements soient faits en Guyane, le fait qu'on soit proche de l'équateur, ça favorise les lancements depuis cette base. Je vais un petit peu expliquer, je pense. En fait, c'est la vitesse de rotation de la Terre qui est la plus importante au niveau de l'équateur. Si on lançait au pôle, le lanceur ne bénéficierait pas de vitesse au lancement. Voilà. La Terre tourne. Donc finalement, un point qui est à l'équateur, il a déjà une certaine vitesse. Un peu comme le lancer de marteau. Hein. Quand vous lancez au marteau, là, vous voyez, les sportifs, là, ils font tourner et hop, ils lâchent. Le fait qu'il fasse tourner, ça donne une vitesse initiale et qui est la plus importante à l'équateur. Oui, il y a d'autres phénomènes qui se passent à l'équateur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet, il y a des expériences. Moi-même, j'ai été en équateur.
Et justement, je me suis rendue sur la ligne de l'équateur pour justement me rendre compte que l'eau tournait dans un sens quand je passais d'un côté de la ligne et dans l'autre sens quand j'allais de l'autre côté. Et tout ça, ça donne droit, ça ouvre un peu plein de principes de dynamique, etc., qui sont appliqués dans le spatial. Et donc, on se sert pour pouvoir propulser nos satellites et avoir une vitesse de rotation cohérente avec ce qu'on souhaite et la position finale. Voilà. Allez, je passe la parole à Nicole. Me revoilà. Alors, moi, mon métier, pardon, excusez-moi, je vais vous parler de mon parcours. Donc, vous avez compris que déjà, quand je suis sortie de l'école, je suis partie travailler aux États-Unis parce que j'ai eu la chance, donc chez IBM. Donc, mon métier, moi, m'a permis de travailler dans le monde du semi-conducteur, donc la fabrication de puces électroniques. Après, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je suis partie travailler dans l'automobile. Donc là, j'ai plutôt créé des bancs de tests adaptés à l'automobile, fait des tests véhicules, en plus travaillé en fabrication au niveau du calculateur d'injection, de l'ABS, de l'airbag. Et après, j'ai commencé à m'occuper de la qualité fournisseur, donc c'est-à-dire s'assurer que les pièces achetées chez les fournisseurs, surtout en électronique, étaient selon ce qu'on avait prévu, ce que la société avait besoin, mon entreprise avait besoin. Donc ça, c'est un métier d'auditeur. Et ce métier, je me suis rendu compte que ça me plaisait de faire ce genre de métier parce que ça me permettait d'aller au contact des fournisseurs, de voir ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouvelles technologies. Et quand j'ai quitté l'automobile, je suis partie dans le spatial. Donc, j'ai travaillé chez Thales Alenia Space pendant 11 ans. Et pendant ces 11 ans-là, j'ai travaillé au service achat, où donc je travaillais avec les fournisseurs et on achetait les produits. Et après, j'ai continué à travailler chez Thales. J'ai quitté le spatial pour travailler dans le groupe Thales au service des audits, pour faire des audits dans toutes les activités de ma société, c'est-à-dire l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire, le médical, l'énergie, tous les domaines. Donc, une variété de sujets. Toutes les semaines, en gros, je suis, en tant qu'auditeur avec ce métier-là, je voyageais pratiquement toutes les semaines dans l'année dans des pays complètement différents ou même en France pour s'assurer que justement le produit acheté correspondait bien au produit qui avait été commandé. Alors, je vais vous donner vite fait un petit exemple, par exemple, sur la qualité du produit. Je vais venir sur cette planche-là et après je reviendrai en arrière. Vous avez besoin d'un téléphone portable, par exemple. Celui au milieu, en haut, là, c'est la demande du client. Il a besoin de ça. Moi, je lui livre le produit qui est à gauche. Bon, bah, a priori, il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est ce qu'il attendait. Je lui livre la partie qui est à droite, c'est pas possible, c'est pas ses attentes. Donc là, c'est un produit qui n'est pas du tout conforme aux attentes du client. Par contre, il me commande le même portable et vous voyez que je lui livre celui qui est tout à fait en bas, là. A priori, ça pourrait répondre, hein, ça ressemble, ça a l'air d'être un peu le même modèle, mais il a l'air quand même différent. Donc, cette différence, est-ce qu'elle est acceptable ou pas? C'est ça le souci et pourquoi on sert à quelque chose, à la qualité, c'est de se dire oui, c'est acceptable ou non, ça ne l'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout aux attentes. Donc, le métier d'auditeur, c'est fait pour ça. Et donc, en gros, si je vous présente je vais vous montrer aussi une vidéo. Elle est là. Là. Donc, attendez. Alors, vous n'allez sûrement pas avoir de son non plus. C'est un peu dommage. Mais je vais vous montrer, par exemple, ce qui peut arriver quand la qualité n'est pas aux attentes. Il y en avait tous les deux. Après le décollage, l'appareil explose. Nicole, le son, non, il n'y a pas eu. Mais... Il n'y a pas eu le son? Non, malheureusement. C'était les haut-parleurs qu'elle branchait là-bas. J'ai l'impression qu'ils ont branché l'écran.
pas eu de son, je suis désolée, mais vous avez pu voir sur cette vidéo que c'est un lancement qui a été raté. Hein. Elle est retombée, hein, la fusée. Elle n'a pas été bien haut et c'est retombé. Donc, vous voyez que les problèmes qualité, ça peut avoir des gros, ça peut apporter de gros problèmes. Ce n'est pas simplement un téléphone qui n'est pas conforme, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes et des coûts associés beaucoup plus importants aussi. Donc, voilà un petit peu pourquoi. Alors, je reviens en arrière par rapport au métier que j'ai occupé. Donc, dans le spatial, et après, donc, j'ai quitté le spatial pour travailler chez Thales. Donc, si je fais un petit peu le bilan des métiers occupés, on voit que je suis passée de la fabrication, j'ai été à la qualité, après j'ai fait les achats. Vous vous rendez compte que finalement, avec un diplôme en poche, on peut faire plusieurs métiers dans sa vie et l'avantage que l'on a, c'est justement la diversité des métiers que l'on peut occuper. Et moi, le métier d'auditeur, j'ai beaucoup aimé, comme disait Thierry. Lui, Thierry, il a aimé aussi voyager. Mais moi, j'adore voyager. Et j'ai une passion dans la vie, c'est le cinéma. Et par le biais de tous ces voyages, ça me permet d'aller voir les lieux de tournage de beaucoup de films. Et ça, c'est un truc de dingue, j'adore. Voilà, je suis allée voir les Avatar, les paysages du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, de James Bond, voilà. Disons que mon métier, si vous voulez, me permet aussi, par la même occasion, d'éprouver du plaisir pour une de mes passions. Donc, on trouve toujours chaussure à son pied, des métiers, il y en a tellement qu'on arrivera toujours à trouver ce que l'on a envie. Ce qui est le plus important, c'est d'en avoir envie. Voilà. Alors, Marie-Bernard, on va passer le parcours de Marie-Bernard parce qu'elle n'est pas là. Donc, alors, j'avance. Parce qu'elle aussi. Donc, je vais aller. Voilà. Alors, on a fait une petite synthèse par rapport à ce que l'on a aimé dans nos deux parcours, hein. Même les trois, s'il y avait Marie-Bernard qui était là, c'est avoir des responsabilités et travailler dans un milieu multiculturel. Et on n'est jamais seul. Ça, c'est un message qui est important à faire passer. On travaille toujours en équipe. Donc, quand il y a des problèmes, on n'est jamais seul pour les résoudre. Souvent, on a l'idée du scientifique un peu fou dans son laboratoire, un peu style tournesol dans Tintin, qui est là à essayer de se gratter la tête pour trouver des solutions. Nous, on est plusieurs à se gratter la tête. Donc, on n'est jamais seul. Après, on a fait un travail opérationnel et qui a son utilité. Alors ça, c'est un mot qui arrive souvent. Moi, je vais faire un métier utile. Alors souvent, quand on dit ça, on pense à infirmier, on pense à urgentiste, à chirurgien. Mais oui, je suis d'accord, ces métiers-là sont très utiles pour la santé. Mais les métiers dans le satellite sont aussi utiles. Imaginez qu'on supprime tous les satellites et on verra bien qu'à un moment donné, on reviendra à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Donc l'utilité des satellites, elle est là. Enfin, le fait d'observer la Terre pour voir comment ça évolue, comment la fonte des glaces elle évolue, comment un champ peut être cultivé, c'est utile. Et même maintenant, il y a même des opérations qui se font en télédistance et tout ça passe aussi par le biais des satellites. Quand on fait une opération en Afrique, ça arrive de... On pourrait aller à la Réunion aussi, oui. Comme dit Thierry, il y a Thierry qui fait une intervention en disant on pourrait aussi aller à la Réunion. Donc voilà, travailler dans un contexte international. Excusez-moi, il y a une question? J'ai pris la parole. Nicole, je voulais vraiment adresser cette question en fait, à l'ensemble des élèves. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment que dans le monde actuel dans lequel on vit, on ne pourrait plus faire sans satellite? Est-ce que même ce genre d'intervention à distance comme ça, on ne pourrait pas le faire? Ah ben non. Non, on ne pourra pas le faire. Ça, c'est sûr. Les moyens que l'on a là aujourd'hui, on peut dire merci aux satellites qui fonctionnent là aujourd'hui. Et merci à toutes les équipes qui les ont conçus, et qui les ont fabriqués et qui les contrôlent. Hein, parce que souvent, on pense satellites, ça vole, mais comme a dit Thierry tout à l'heure, il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est au sol. Il y a des équipes qui travaillent jour et nuit au sol. Donc, des métiers, il y en a, mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment tout type de métier dans le spatial. Et si un jour vous avez envie de changer de métier, ben vous avez vu, on a des parcours, on peut se le permettre. Donc, c'est l'approche sympa, quoi, c'est de se dire, je ne suis pas enfermée dans une case, c'est ouvert. Il suffit juste de vouloir et d'oser aussi, il faut oser. Après, voyager, ben, ça on l'a dit, donc l'anglais, Thierry, je crois, l'a assez insisté sur l'anglais. La diversité des sujets, ça, on traite de tout. Hein. Je veux dire, quand on est sur un satellite télécom ou d'observation, c'est pas du tout la même chose. Donc, on découvre et on apprend tout le temps. On est toujours à la veille. Nous aussi, on fait une sorte de veille
parce que les technologies évoluent tellement vite que si on n'apprend pas, si on ne se forme pas, ben, on sera dépassé, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'en serais plus à l'ordinateur, j'en serais toujours à la machine à écrire si je n'avais pas évolué. Donc, voilà, c'est super important, l'apprentissage. Et après, donc, les messages qu'on veut faire passer aussi, c'est que l'avenir d'un enfant, l'avenir d'un étudiant lui appartient. Ça, c'est super important. Faire ce qu'on a envie, c'est ça qui va faire que plus tard, on fera un métier que l'on aime et un métier pour lequel, le matin, quand je me lève, je ne fais pas la tête en me levant, en me disant « Oh zut, il faut encore que j'y aille aujourd'hui ». Un métier, c'est super important. Ce n'est pas les parents qui décident et ce n'est pas les copains qui décident. C'est toi qui décides. À partir du moment, moi, si j'avais écouté mon entourage, je n'aurais jamais fait physique parce que tout le monde me disait que ce n'était pas pour moi. Donc, c'est super important. Il faut oser, il faut y aller. Et il faut savoir aussi, alors, un petit message pour les filles, il y a les métiers, ils sont ouverts à tout le monde. Les filles ont accès à tous les métiers. Il ne faut pas croire que, oh, ça, c'est un métier en mécanique. Alors, souvent, c'est la mécanique qui revient. Ah, c'est pas pour moi, mais c'est faux. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de filles dans ces domaines-là et que du coup, on se retrouve avec des populations masculines, des choses qui sont développées avec un esprit masculin et qui ne sont pas du tout fonctionnelles, des fois pour une fille. C'est quand même super important que nous aussi, on fasse partie des équipes techniques parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, parce qu'on n'utilise pas les choses de la même façon, parce que notre esprit, notre cerveau n'est pas fait pareil entre un garçon et une fille. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre parce que je l'entends souvent dire « Oh, et les filles, c'est plus intelligent ». Non, pas du tout. On a tous le même niveau d'intelligence, c'est que notre mode de raisonnement n'est pas le même et que dans une équipe technique, l'un est complémentaire de l'autre. Donc ça, c'est super important. Et se donner les moyens. Il faut se donner les moyens d'y aller. Il faut oser changer quand il y a une chose qui ne plaît plus. Ce n'est pas la peine d'insister. Il y a toujours possibilité de rebondir. Dans nos entreprises, que ce soit les petites entreprises, les grandes entreprises, on peut se former, on peut se réorienter. Il y a toujours moyen de se réorienter. Thierry, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Moi, j'allais rebondir sur ce que tu disais, sur cette diversité finalement homme-femme. Donc, il est important, hein, cette semaine citoyenne, vous avez aussi un atelier égalité homme-femme. Donc, c'est important en fait que les équipes soient mixtes. Donc, de penser qu'un métier soit fait uniquement pour un homme n'est pas vrai, parce que vous avez en fait des caractéristiques chez les femmes comme chez l'homme qui sont complémentaires. Et donc, cette mixité, en fait, apporte en fait plus de diversité et plus de succès, en fait, à des projets. Donc, il ne faut jamais hésiter parce qu'on est une femme, parce qu'on est un garçon, parce que n'importe quoi, il faut y aller. Il faut vraiment avoir la volonté de faire développer les choses. Merci. Voilà, on est sur la fin. Thierry, tu peux présenter le site? Oui, voilà. Donc là, à l'écran, vous avez... je ne sais pas. Juste avant, est-ce que vous avez des questions pour Nicole parce qu'elle doit partir? Ah, d'accord. Est-ce que vous avez des questions pour Nicole et pour son métier? On a une. À Nicole, tu veux dire? Alors, on demande à Nicole, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ce métier et à partir de quand? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, moi, quand j'étais en terminale, je ne voulais pas faire un bac avec de l'histoire et de la géo. Voilà. Je ne voulais pas qu'il y ait histoire géo dans mon bac parce que je n'étais pas très bonne. Maintenant, je me suis un peu améliorée. Donc, finalement, quand j'ai regardé les bacs possibles, il n'y en avait qu'un, c'était technique. Donc, je suis partie dans la technique à partir de ça, à partir d'une chose parce que je ne voulais pas faire ça. Donc, j'ai fait technique. Et après, je me suis rendu compte quand j'y étais que c'était effectivement, ça me plaisait énormément parce que je suis assez curieuse et que j'aime beaucoup les nouvelles technologies. Donc, j'ai commencé comme ça, ma carrière, par ce biais-là. Voilà. Je pense qu'il y a eu une part de hasard. Il y a eu aussi des gens que j'ai rencontrés pendant mon parcours professionnel qui étaient exceptionnels. Des gens qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, qui m'ont donné ma chance. Et c'est aussi ça, c'est les opportunités. Je pense que si vous interrogiez à ce jour une actrice, elle vous dirait la même chose. Ça a été des opportunités et des rencontres. Dans les métiers, c'est super important. Et voilà, ça a été comme ça. Le déclic, il est venu là. Vous entendez, dans les termes de Nicole Lambert, elle parle de rencontre. Il est important de communiquer, de parler, de ne pas hésiter, parce que c'est sur ces opportunités-là qui vous ouvrent les yeux, sur votre avenir, sur le comment faire, sur la résultat.
Donc, vous avez cette chance encore pendant cette semaine de faire des rencontres avec 13 personnes. N'ayez pas peur. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, faites-les. Merci Nicole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Il y a Thierry qui va vous présenter le site des métiers du spatial, notre site internet qui a été lancé au mois de novembre. Donc, c'est tout récent. Oui, donc il reste 5 minutes, hein, juste pour effectivement le site des métiers du spatial. Thierry, tu parles en face du micro, s'il te plaît. Voilà, vous avez l'adresse là, juste là, les métiers du spatial. Et donc, ce site vous permet de découvrir les différentes missions donc, que je vous ai présentées un petit peu. Donc, aller dans l'espace, une fusée, les missions de communication, de géolocalisation, d'observation, découvrir l'univers, vivre dans l'espace. Et à droite, vous aurez également les différents usages. Donc, à quoi ça sert, dans quel secteur d'activité. Et donc, tous ces métiers-là qui recrutent. Peut-être une particularité sur les métiers de la défense qui recrutent au niveau bac, donc, et qui permettent donc de se former aux métiers liés aux satellites. Vous avez également des fiches métiers. Donc, il y en a que quelques-unes, mais peut-être que d'autres vont arriver. Mais pour en savoir plus sur un métier donné, donc vous pouvez aller fouiller. Voilà. Donc, je vous invite à consulter ce site. Et donc, pour vous rappeler que le métier du spatial, ben, c'est intéressant, utile, c'est accessible à tous. C'est des métiers différents et surtout, il y a différents parcours possibles. Chacun a son chemin, peut très bien rentrer dans la communication et avancer pour faire d'autres métiers dans le commerce, l'achat, etc. Et on peut aussi rentrer dans des métiers techniques et évoluer vers des métiers moins techniques. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a quand même quelques sites Internet qui vous permettent de rencontrer des gens, en fait, de vous renseigner à l'âge que vous avez. Donc, bien sûr, les sites de l'ONICEP. JobIRL, c'est un site qui vous permet de rencontrer des professionnels. Alors, les rencontrer virtuellement, un peu comme Facebook. Vous pouvez vous inscrire et poser des questions à des professionnels dans tous les secteurs de métier. Article 1, c'est la même chose, mais avec des étudiants. Donc, pareil, vous pourrez vous poser des questions sur les études et à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire sur l'article 1 et vous trouverez des étudiants qui répondent à vos questions. Elle bouge, c'est à destination des femmes. Donc, ce sont des femmes qui travaillent dans l'industrie, dans différents métiers et qui témoignent de leurs différents parcours. Et puis, le métier du spatial que je vous ai montré, si vous voulez en savoir plus sur le domaine spatial. Donc, je vous invite à aller sur ces sites Internet qui peuvent vous aider à progresser dans votre orientation et votre recherche de métier. Voilà, je pense que nous, on a fini. On est là pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Thierry, sur ces dernières pages, vous présentez le site Internet des métiers du spatial. N'hésitez pas à vous mettre en favori sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs et de le consulter. Il sera enrichi dans les mois et les années à venir, parce qu'évidemment, on rencontre toujours des professionnels qui veulent témoigner sur cette jeunesse. Et du coup, ces métiers, ils sont décrits avec le témoignage des expériences de chacun. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement. Des questions? Juriste et achat. Thierry, on a une question précisément sur qu'est-ce que c'est les métiers juriste et achat. Est-ce que je peux me permettre de répondre immédiatement sans trop rentrer dans les détails? Alors, je reviens puisque c'est plutôt mon domaine, on va dire. Donc, un acheteur, qu'est-ce que c'est que le métier d'acheteur? C'est ça la question, si j'ai bien compris? La question précisément, c'est qu'est-ce que c'est le métier de juriste ou de achat dans le spatial? D'accord. Alors, il faut savoir qu'au niveau des achats, vous avez tout type d'achat possible. Moi, je travaille avec un ordinateur, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Donc, on a du matériel standard qui doit être acheté, ne serait-ce que la prestation de tailler la pelouse dehors, c'est de l'achat. Mais après, au niveau du spatial,
On a des acheteurs qui ont une technicité un peu plus orientée spatiale parce qu'ils achètent vraiment des pièces qui seront utilisées, qui seront montées soit au niveau satellite, soit au niveau des stations sol. Donc, au niveau achat, vous pouvez imaginer tout type de pièces, donc aussi bien en électronique qu'en mécanique. Thierry l'a expliqué tout à l'heure, on a des températures extrêmes. Donc, il faut effectivement acheter des pièces avec des matériaux qui tiennent ces températures, où on les protège, où le matériau est spécifique. Donc, il faut des connaissances quand même un peu techniques, parce que si le fournisseur vous dit oui, je vous vends une feuille d'or qui fait 1,5 micron, est-ce que c'est adapté le 1,5 micron ou est-ce qu'il ne faudrait pas 2 microns ou moins de 1 micron? Donc, les acheteurs dans le spatial ont une connaissance technique de ce qu'ils achètent. Moi, je discutais avec les acheteurs qui achètent des panneaux solaires, c'est quand même pas anodin comme achat. Et puis, il faut savoir qu'on a quand même des pièces élémentaires qui peuvent coûter jusqu'à plus de 1 million d'euros. Donc, le métier d'acheteur est très, très important dans le spatial parce qu'il y a la partie déjà connaissance technique de ce qu'on achète, plus la partie aussi négociation parce que les prix, il faut bien qu'on les tire un peu sur le bas parce que sinon, le satellite, il coûterait, on pourrait pas se le permettre. Voilà. Donc, il y a des achats standards, on va dire, qu'on retrouve dans toutes les entreprises, hein, et il y a des achats plutôt dédiés vraiment aux pièces qui sont utilisées pour la fabrication d'un satellite ou d'un lanceur. Voilà. Nicole, pour rebondir sur le terme achat, il y a deux questions ici qui sont liées au salaire. Est-ce que dans le spatial, le salaire est intéressant? Est-ce qu'on est bien payé? Alors, un ingénieur débutant, en gros, il touche autour de 2300 2500 euros brut mensuels. C'est l'ordre de grandeur quand on débute. Un technicien, il est plutôt vers 1900. Et après, c'est toujours pareil. L'évolution du salaire aussi par rapport est liée aussi à l'évolution de la personne dans son métier. Comment elle évolue? Si elle reste toujours à son même poste, avec toujours plus ou moins les mêmes responsabilités, on a des évolutions de carrière qui sont très lentes, enfin des évolutions de salaire qui sont lentes, puisqu'elles sont plus ou moins sur une courbe avec une moyenne générale à peu près de 2% par an, ça peut être l'ordre de grandeur à l'heure actuelle. Par contre, si on évolue, qu'on change de domaine, qu'on prend d'autres responsabilités, on peut avoir des promotions, on peut avoir des augmentations de salaire sur une année, qui fait qu'on repart sur une autre tranche, une autre fourchette de salaire. Mais débutant, c'est l'ordre de grandeur. Alors, on va poser plusieurs questions. On va demander comment on gère la pression dans ce type de métier. Alors, la pression. Alors, moi, j'en ai de la pression, ouais, le stress. Alors, Thierry en parlera parce qu'on n'a pas du tout la même pression tous les deux. Moi, comme je suis toutes les semaines dans un milieu différent, avec des gens différents, avec une culture d'entreprise différente, j'ai une certaine pression parce que je n'ai pas longtemps pour comprendre comment elle fonctionne. En gros, un audit, quand je vais chez un fournisseur, ça dure entre 3 et 4 jours. Sur ces 4 jours, j'ai à peu près en moyenne entre 1 heure et 2 heures pour arriver à comprendre comment l'entreprise où je suis fonctionne, son organisation, sa documentation, son type de contrôle. Enfin, je n'ai pas beaucoup de temps pour comprendre. Donc ça, c'est la pression. Et surtout aussi, à la fin de ces 4 jours, j'ai un rapport à rendre parce que ce que j'aurais vu est super important pour justement mes acheteurs qui, eux, ne voient pas tout, contrairement à moi. Et ils ont besoin d'avoir les résultats pour savoir s'ils continuent ou pas d'acheter chez ce fournisseur et s'ils ne continuent, pourquoi ils ne continuent pas et est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les choses, trouver une autre solution. Donc, on a une pression, nous, à ce niveau-là. On a des délais très courts et comme on voyage beaucoup, on a le décalage horaire, on a les contraintes de travail, les heures de travail qui sont des réelles pressions. Voilà, ça, c'en est une. Mais après, si on aime son métier, moi, ça ne me gêne pas particulièrement. Thierry, il a d'autres pressions. Je vais lui laisser la parole. Alors, en fait, c'est vrai que mon métier crée du stress, mais c'était le stress lié au temps réel. C'est-à-dire que quand la fusée décolle, bon, mais ça y est, il faut qu'on soit prêt là, de suite. Donc, en fait, on prépare beaucoup avant. C'est-à-dire qu'on répète, on vérifie, on s'assure que tout va bien fonctionner. Donc ça, déjà, ça rassure.
Voilà, on sait que globalement, on est prêt. Bon, ça couvre, ça ne veut pas dire que, par exemple, quand on a un événement, donc un événement, c'est quelque chose d'inattendu, un orage, par exemple, bah, c'est tout bête, mais un orage sur une antenne, ça va dégrader le signal reçu. Et donc, des événements, j'en ai eu un certain nombre pendant ces mises à poste. Et donc là, effectivement, ça crée un stress, mais on n'est jamais seul face à ce stress. C'est-à-dire qu'on peut en parler. On est avec quelqu'un. Je dis, tu as vu ça? Je propose de réagir en faisant ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, oui, non, on en discute. Et après, la décision est prise. Alors, ça peut être des dialogues très courts, hein. Des fois, des décisions qui sont prises en 10 secondes, mais rarement, très rarement, seul. Voilà, on est toujours une équipe pour justement gérer ce stress ou cette pression que l'on peut avoir dans le travail. Et ça, c'est très important. Il y a aussi des gens plus expérimentés. Donc, un débutant, on ne va pas forcément le laisser seul avec son stress. Il va être accompagné. Après, j'ai une autre question qui concerne les salaires. Je me demande quels sont les ordres, les ordres de grandeur là, par rapport au salaire. Alors, le salaire, Nicole a essayé d'y répondre. Donc, le salaire d'un ingénieur débutant, c'est entre 2000 et 2500 euros. Voilà. Et après, ça évolue en fonction du parcours de la personne. Et c'est très, très variable. Et après, vous faites l'assurance, vous avez des augmentations. Et voilà. Il y a une question qui concerne est-ce que rentrer en école se fait toujours sur concours? Alors non, les écoles d'ingénieurs aujourd'hui recrutent sur concours, mais recrutent aussi sur dossier. Donc pour faire une école d'ingénieur, on peut faire d'abord un IUT ou un BTS. Et si on a un bon dossier, ben, on peut rentrer dans des écoles d'ingénieurs. Certaines écoles d'ingénieurs recrutent au niveau bac directement. Donc, les écoles nationales d'ingénieurs, les ENI ou les INSA recrutent au niveau bac et également recrutent après une licence. Donc, si on fait 3 ans à la faculté, on peut re-rentrer dans une école d'ingénieurs avec un bon dossier. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je pense qu'on a une autre. Est-ce que vous avez été bien guidé dans vos métiers? Est-ce que vous avez été bien guidé dans vos métiers? J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez été bien guidé dans vos métiers? Guidé. Est-ce que vous avez été bien guidé dans vos métiers? Oui. Alors, quand on débarque sur un nouvel emploi, au début, effectivement, on va être aidé. C'est-à-dire qu'on ne va pas être seul. On va passer du temps on va poser des questions. Donc ça, oui, on va toujours, quand on démarre dans un nouveau métier, il y a pas mal de documentation à lire, il faut se former aux nouveaux outils, et puis il faut poser des questions. Poser les questions, donc je me souviens, je lisais, mais je notais toutes les questions que je voulais poser. Et puis, quand je rencontrais quelqu'un qui avait un peu de temps, ben, je lui posais toutes les questions qui me permettaient de monter en compétences petit à petit. Voilà. Toutes les questions de progression. C'est comme votre cursus scolaire, vous allez aussi monter en progression. Vous apprenez des choses qui vous serviront pour plus tard. Dans un métier, c'est pareil. Vous êtes embauché pour un poste et vous apprenez et vous progressez. Et le salaire est en parallèle aussi de cette progression. Vous pouvez aussi changer de poste aussi au cours de votre parcours professionnel. Pour gagner en compétences. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Airbus, que fait Airbus dans le domaine du spatial? Alors Airbus, c'est un peu concurrent, mais on fait un peu... Donc Airbus comme Thales, on est 2 grands groupes et on fait un peu la même chose. On fabrique des satellites de communication, des satellites d'observation.
on participe à des missions internationales pour aller construire des instruments qui sont embarqués sur l'ISS, etc. On participe aussi au développement des satellites Galileo. Par contre, pour les lanceurs, donc ça c'est Ariane Group qui développe les lanceurs et notamment la fusée Ariane 5 qui est aujourd'hui opérationnelle et Ariane 6 qui est en préparation. Donc voilà. Donc le groupe Airbus dans sa partie satellite va fabriquer ces satellites et va aussi les exploiter. C'est-à-dire qu'on a également une partie où on a nos propres satellites et on vend les images à nos clients qui sont partout dans le monde. Merci Thierry. D'autres questions?